Dominique. Merci beaucoup, Pascal, de cette invitation et bravo pour tout ce que fait le GIS Marsouin. Je suis Dominique Pasquier, je suis sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS et en fait, je suis passée au CERLIS, donc je ne travaille plus pour l'IMT maintenant, mais au CERLIS à l'Université de Paris, que j'ai rejoint il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Voilà. J'avais à ma charge la partie de l'ouvrage central qui comportait 3 chapitres. Un chapitre qui s'intitule E-exclusion, capital numérique et électronisme. Un deuxième chapitre qui s'appelle Non-usage et dématérialisation. Un troisième chapitre qui s'appelle Usage populaire et niveau de diplôme. Mais en fait, je vais surtout parler des deux derniers chapitres et moins du premier, mais on pourra y revenir dans la discussion, j'imagine. Alors d'abord, je voudrais féliciter Fabien de cet énorme opus. C'est une œuvre majeure, j'ai l'impression. Et puis surtout, rappeler, pour tous ceux qui ne le savaient pas, que Fabien Grandjean a quand même été en France le premier, le pionnier sur ces questions, avec cet ouvrage qui s'appelait Inégalité numérique, qui a été publié en 2009 sous sa direction et celle de Lelon, je crois. Et surtout, un article publié dans le Réseau en 2007 que moi j'avais trouvé absolument fascinant, qui s'appelait Sociabilité et famille populaire, où en fait, à travers une ethnographie des contacts, tu mettais en valeur des choses tout à fait surprenantes à l'époque et qui, moi, m'ont beaucoup aidé en fait dans la compréhension de ce que j'ai pu observer dans une enquête que j'ai menée récemment, qui a été publiée sous le titre de l'Internet des familles modestes. Donc, aux presses des mines aujourd'hui, mais pas dans la même collection. Donc là, je trouve que il faut rendre hommage à ce travail pionnier. Dans les années 2000, il n'y avait pratiquement rien sur ces questions. On avait l'impression que les classes populaires se tenaient à l'écart, ce qui était relativement vrai. Il y avait peu de connexions à domicile du fait du prix des forfaits. Il n'y avait pas de forfait illimité. Donc, moi, quand je travaillais sur les lycéens, on voyait que les premiers qui avaient de l'Internet à la maison, c'était un sujet de drame, en fait, parce que ça pouvait exploser les budgets parentaux très, très facilement, puisqu'on était, l'Internet était comptabilisé autant d'usages. Et puis, il n'y avait pas le smartphone ou très peu. Donc, c'est vrai que poser la question à un moment où le paysage était radicalement différent, où les classes populaires étaient peu présentes dans le secteur de l'informatique connectée, était vraiment très, très novateur, je dirais. Alors, le livre que propose Fabien, c'est un énorme bouquin parce que c'est écrit tout petit, donc c'est un peu difficile à lire. Il y a 360 pages qui sont écrites en caractères minuscules, il y a près de 500 notes, il y a une énorme bibliographie. Moi, j'ai découvert plein de travaux que je ne connaissais pas. Vraiment, avoir réussi la production de cet opus pendant le confinement, je ne sais pas comment tu as fait, comment tu as tenu psychologiquement, comment tu as réussi à trouver, à te mettre sous la main toute la documentation dont tu avais besoin. Alors, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, en tout cas dans les 3 chapitres, mais j'ai un peu regardé plus rapidement les autres. Je suis d'accord avec beaucoup d'idées fortes qui sont défendues dans l'ouvrage, et à commencer par la première, à savoir que les inégalités numériques sont des inégalités sociales. Je suis tout à fait d'accord aussi avec tout ce que Michael Lemontec vient de rappeler, c'est-à-dire cette dénonciation du numérique providence comme instrument d'intégration qui est largement promu non seulement par les opérateurs, les industriels, mais aussi par les pouvoirs publics, alors que de toute évidence, la dématérialisation administrative a laissé sur le carreau une grande partie des allocataires sociaux aujourd'hui et que c'est une bombe politique grave pour tout le monde. Alors, Fabien, dans cet ouvrage, fait un pari de discussion théorique autour de concepts
et particulièrement dans les chapitres que j'avais en charge, une discussion théorique autour de concepts qui sont trop souvent employés sans être définis précisément, comme inclusion, exclusion numérique, électronisme, capital numérique et exclusion. Mais je ne vais pas tellement revenir sur cette partie-là. Je reviendrai plutôt sur les les chapitres 5 et 6. Et le deuxième pari qu'il fait, c'est un double pari, donc un pari de discussion théorique et puis un pari d'actualisation d'un terrain qui a été mené dans la deuxième partie des années 2000. Donc, si je ne me trompe pas, Fabien, tu me corrigeras si c'est le cas, c'était en partie le matériau d'une grosse enquête qui avait été menée dans le labo d'Orange à l'époque, qui s'appelait Entrelacement, qui était une très belle enquête. Une enquête qui s'est déroulée de façon quantitative entre 2005 et 2006. Il y avait un suivi d'une cohorte de foyers français. Et puis, il y avait une partie qualitative. Et je pense que c'est sur cette partie qualitative que se fondent les extraits qui sont cités dans l'ouvrage. Enfin, la partie des extraits qui correspondent à la première batterie d'entretien. Alors, pour entamer la discussion, j'ai plusieurs points. J'en ai 3, en fait. D'abord, mais ça, c'est un sous-point. Le titre de l'ouvrage n'avait pas été donné, attribué à qui que ce soit, donc je vais me permettre d'évoquer ce titre. L'ouvrage s'appelle « Classe populaire et usage de l'informatique connectée ». Alors, je vais y revenir. Je pense que le problème de classe populaire en général pose problème, enfin, en tout cas, mérite discussion. Et celui d'usage de l'informatique connectée, j'ai trouvé que c'était un drôle de choix, sachant que dans les milieux populaires, c'est le smartphone qui est l'instrument de connexion à Internet, pratiquement uniquement le smartphone et la tablette, donc on a un Internet tactile, et que du coup, cet usage d'un terme assez lourd comme informatique connectée renvoyait beaucoup à l'idée qu'il y avait des ordinateurs. Et ça m'a un petit peu titillé quand j'ai reçu l'ouvrage, ce titre. Alors peut-être que tu pourras expliquer pourquoi tu as choisi ce titre d'usage de l'informatique connectée, qui est très connoté pour moi à des usages beaucoup plus liés à tout ce qui est bureautique, ordinateur, etc., et qui ne sont pas de fait, ça on le sait, je pense que ce n'est pas mon enquête qui le montre, hein, c'est les baromètres du numérique, etc., c'est que la connexion à Internet, elle se fait par smartphone dans les milieux populaires. Alors, je voudrais discuter 3 points. Le premier point, c'est ton approche des classes populaires. Alors, tu en as un petit peu parlé dans ta présentation de l'ouvrage en disant que tu regrettais qu'il y ait eu trop d'études de cas. Moi, je pense qu'au contraire, quand on étudie l'appropriation d'Internet dans les milieux populaires, on est obligé d'avancer avec beaucoup de finesse sur le fait qu'il y a des situations et des contextes d'usage qui sont extraordinairement différents selon le type de population envisagée. Alors toi, tu as fait un choix qui était d'ailleurs, puisque j'ai repris ton ouvrage de 2006, tu as fait le choix que tu avais déjà fait à l'époque de retenir cette idée de dominer aux études longues, c'est-à-dire en fait de construire ton analyse des classes populaires autour de la fraction diplômée versus la fraction peu ou pas diplômée. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais discuter avec toi, puisque tu te fondes au départ, enfin, pour cette histoire cette idée de dominer aux études longues, tu te fondes sur les travaux de Schwartz, mais Schwartz a ensuite beaucoup évolué sur cette question, il me semble, si tu me diras si tu es d'accord avec moi, et il a beaucoup plus insisté dans les textes suivants, mais notamment un que tu cites en bibliographie qui s'appelle « Haut, bas, fragile » avec Annie Kollewald, qui est un bel article sur en fait la fracture qui s'est ouverte entre précaires et non précaires au sein des classes populaires, sachant que les fractions précaires des classes populaires sont souvent aussi les fractions issues de l'immigration. Donc il y a beaucoup de
de poupées russes qui sont très différentes les unes des autres et elles ne s'emboîtent pas. Et l'idée que le niveau de diplôme obtenu au sein d'une population qui serait homogène de par l'origine sociale de cette population, c'est-à-dire qu'il y a des parents non diplômés, est un choix qui me semble compliqué, intéressant, mais compliqué parce qu'il ne permet pas exactement, je trouve, moi, je ne suis pas une spécialiste, enfin, je ne suis pas une sociologue des classes populaires, donc je me base sur les travaux qui ont été faits autour d'Olivier Masclet, de Cartier, de Ciblot, etc., qui sont, il y a eu pas mal d'ouvrages publiés ces derniers temps, la France des petits moyens, mais il y a aussi le dernier ouvrage qu'a publié cette équipe qui était Être comme tout le monde, là, qui est un ouvrage de 2020, qui revient sans arrêt sur le fait qu'aujourd'hui, ce qu'il faut réfléchir, c'est de nouvelles façons d'analyser l'hétérogénéité des classes populaires, et certainement, ils en sont plus du tout à cette histoire de fraction diplômée, fraction non diplômée. Alors, pour moi, et puis pour avoir notamment mené une enquête au Murau sur l'usage du téléphone dans des fractions très précaires des classes populaires et très immigrées, on voyait bien que, et puis une autre enquête que j'avais menée avec Emmaüs Connect plus tard, on voyait bien que ce qui différenciait fortement, c'était la nécessité d'instaurer la communication à distance, que ce soit l'échange téléphonique ou la visio par Skype ou par WhatsApp, restait la pratique qui était très marquante dans les milieux précaires pour tous ceux qui étaient issus de l'immigration. Donc je pense que c'est assez compliqué de juste retenir cette variable diplôme, pas diplôme, fraction diplômée, fraction peu ou pas diplômée, sachant que surtout en ce qui concerne les usages de communication, on sait qu'il y a une espèce de spécificité de la relation avec la famille restée dans le pays d'origine qui écrase beaucoup les autres usages. Donc, c'est les longues sessions passées le soir par Skype, etc. Donc là, tu n'abordes pas du tout cette fracture-là. Je trouve que ça aurait été intéressant. Mon deuxième point, je suis beaucoup trop longue, je vais aller plus vite. J'aimerais discuter du travail de terrain que tu proposes. En fait, et c'était déjà le cas, d'ailleurs, ça m'avait frappé à l'époque, dans ton premier ouvrage de 2009, tu donnes très peu d'informations sur la population que tu as enquêtée. On sait qu'il y a tant d'interviews, alors je crois que c'était 24 entretiens, et moi j'ai cherché dans le livre une annexe avec les enquêtés, etc., je ne l'ai pas trouvé. Heureusement, il y avait la note 309, qui faisait partie de mes 3 chapitres que j'avais lus très attentivement et qui m'a permis de comprendre que tu avais les 24 entretiens qui dataient de l'enquête entre là, donc vers 2006, et puis tu as 8 entretiens, est-ce que c'est bien ça, qui ont été réalisés en 2020. Et là, tu donnes des détails sur la difficulté, et ça, on est entièrement d'accord, à faire parler et recruter comme interviewés les populations peu diplômées. Je ne sais pas, tu ne donnes pas d'informations sur la manière dont ont été réalisés les entretiens. Est-ce que c'est toi qui les as faits? Comment vous avez recruté la première série, etc. Deuxième point, est-ce qu'il te semble possible de traiter de façon comparable des entretiens qui ont été faits en gros autour de 2006 et des entretiens qui ont été faits en 2020? Alors, tu essayes de faire des ponts. Il y a cette fameuse Corinne là, que tu as interviewée en 2006 et que tu réinterviews en 2020. Mais on voit très bien, justement, l'exemple de Corinne m'a frappée. Le contexte dans lequel, l'environnement numérique dans lequel elle est tellement différent 15 ans après, qu'on imagine bien qu'il y a un problème de comparabilité des deux batteries d'interviewés.
alors, donc, j'aimerais que tu donnes quelques plus d'informations sur le nombre réel d'entretiens. Pour moi, il y en a 32, 26 plus 8, etc. Mais est-ce que je me suis trompée en le disant? Mais c'est peut-être compliqué, notamment parce que quand tu cites un verbatim, tu donnes le sexe, l'âge, et puis la situation professionnelle. Tu ne donnes jamais le niveau de diplôme. Alors, ce qui est un peu contradictoire, hein, en fait, avec ta décision de mettre au cœur de l'analyse le fait qu'il s'agit d'une fraction diplômée ou non diplômée de la population. Donc ça, c'est vraiment plutôt des questions de complément d'information sur le terrain lui-même. Et je vais être beaucoup plus rapide sur mon troisième point, mais pourtant il est important, mais j'imagine qu'il viendra dans la discussion, dans les échanges, dans les chapitres que j'ai travaillés. Tu as deux références très fortes, qui construisent les chapitres. C'est l'AIR d'un côté, donc avec l'approche dispositionnaliste, et puis Axel Honneth de l'autre, avec les travaux sur la reconnaissance et le mépris. Alors, mais je crois avoir déjà eu cette discussion avec toi. Pour moi, la grande avancée du livre de l'AIR, La culture des individus, et c'était, je trouvais quelque chose de très fort dans l'approche dispositionnaliste, c'était justement de travailler sur les micro-mobilités et la pluralité des contextes de socialisation. Et ce n'est pas du tout ça que tu retiens. Donc, c'est un choix différent de moi. La lecture que j'ai eue de l'AIR était avait été très marquée par ça, c'est-à-dire le fait que le changement de conjoint, le changement de domicile, le changement de travail entraîne des formes des contextes de socialisation culturelle différents qui sont à l'origine des trajectoires plutôt dissonantes, plutôt consonantes, plutôt de la dissonance d'ailleurs. Et donc, cette histoire de micro-mobilité n'est pas du tout présente dans ce que tu retiens de l'AIR. Et tu as un peu comme lui le principe de portrait, mais les portraits de l'AIR, ils étaient quand même centrés sur les points de rupture biographiques, c'est-à-dire les tournants biographiques dans la vie des individus, ce que tu ne fais pas. Alors, Axel Honneth, je trouve que tu l'utilises de façon très intéressante, mais par moment, ça radicalise beaucoup tes positions. C'est-à-dire que, par exemple, je cite page 179, le non-usage est un positionnement pratico-moral visant à éviter de nouvelles expériences de mésestime sociale. Si les phénomènes de reconnaissance et de mépris, donc on a une référence directe aux théories d'Honneth, dépendent de dynamiques intersubjectives, c'est-à-dire la possibilité ou l'impossibilité de se voir confirmer son moi par autrui, ces ratifications peuvent s'éprouver via des artefacts et des pratiques sociotechniques. Bon, c'est une affirmation qui est très forte. Et qui entraîne dans les pages qui suivent cette fameuse, ce que je viens de citer, page 179, ça entraîne beaucoup de mots qui sont mésestime de soi, autodépréciation, embarras, sentiment de culpabilité, abaissement de soi, culpabilité, malaise social, etc. Bref, je ne sais pas si c'est comme ça que tu le voulais, mais on est enclin quand même, en tant que lecteur, à te lire sur le plan d'une théorie du manque. Et peut-être que c'est là où finalement nous aurons notre échange le plus vif. Moi, je suis passeronienne et pas bourdieusienne, et donc très influencée par la relecture d'Hogarth qu'a fait Passeron et Passeron et Grignon dans Le Savant et le Populaire, à savoir que les classes populaires ne sont pas en permanence au garde à vous devant la domination. La domination symbolique existe, mais les classes populaires ont une part d'autonomie telle que l'a pu la décrire ou la documenter en tout cas à travers son expérience personnelle, Hogarth dans La culture du pauvre. Donc, moi, quand dans mon enquête, l'Internet des familles modestes, je voyais de la différence, toi, tu vois du manque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous oppose, mais je pense que tu as été assez précis, d'ailleurs, dans ta présentation globale de l'ouvrage, c'est que tu
suppose que mon approche à moi n'est pas critique. Or, en fait, il me semble qu'elle rend peut-être plus compte exactement de ce que j'ai vu. Alors, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce qui te permet de radicaliser autant en termes de manque et d'absence, comme le fait Bourdieu, hein, d'ailleurs, dans la distinction, dans le chapitre sur les classes populaires. Donc, c'est un débat à avoir tous les deux. On l'a déjà eu pas mal de fois, je crois. On a des points de désaccord sur certaines choses. Et puis encore, bravo pour ce gros travail. Désolée, j'ai été trop longue.